Aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de l'un des chapitres les plus effroyables et énigmatiques de l'histoire criminelle finlandaise, les meurtres du lac Bodom. Imaginez une paisible soirée d'été en Finlande en 1960. 4 jeunes amis entre 15 et 18 ans établissent leur campement au bord de l'idyllique lac Bodom, sans se douter de l'horreur qui les attendait. Cette nuit-là, la tranquillité du lac se transforme en théâtre d'un crime brutal qui glace encore le sang des locaux plusieurs décennies plus tard. Retraçons les événements de cette funeste nuit, explorons les théories et tentons de démêler les fils de cette affaire qui garde ses secrets enfouis depuis des décennies. Les meurtres du lac Bodom sont un cas de meurtre multiple survenu en Finlande en 1960. Le lac Bodom est un lac situé dans la ville d'Espoo, à environ 22 km à l'ouest de la capitale d'Helsinki. Tout a commencé très tôt le samedi 4 juin 1960, lorsque 4 jeunes adolescents sont venus passer un bon moment au bord du lac Bodom. Parmi eux se trouvaient, soyez indulgents, ce sont des noms finlandais, autant vous dire que je ne parle pas un mot finlandais. Alors je vais faire de mon mieux, mais essayez de comprendre. On a premièrement une fille, Maila Irmili Björklund, 15 ans, et Anka Tuulikki Maki, 15 ans, accompagnés de leurs petits copains, Seppo Antero Boisman et Nils Wilhelm Gustafsson, 18 ans, tous arrivés en moto. Malheureusement, le destin leur a joué un tour cruel. Imaginez sortir avec votre partenaire et des amis, profiter d'une bonne ambiance et d'une bonne compagnie, mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Entre 4 h du matin et 6 h du matin, une ou plusieurs personnes les ont attaqués avec un couteau et un objet contondant, avec un acharnement digne d'un film d'horreur. Si 3 des 4 sont morts dans cet homicide multiple, l'un des adolescents a survécu en étant grièvement blessé. Le seul survivant de cette attaque brutale et de sang-froid était Nils Wilhelm Gustafsson. Les corps des victimes ont été retrouvés vers 11 h du matin par un menuisier nommé Esko Oiva Johnson, qui a alerté la police arrivée peu après midi. Gustafsson a été transporté à l'hôpital où il est resté dans le coma pendant 6 heures et a repris connaissance 4 jours plus tard. À la suite du traumatisme, du liquide céphalorachidien s'écoulait de son nez et son menton était si gravement cassé que ses dents dépassaient de sa joue. Sa tête présentait de nombreuses blessures et l'un de ses conduits auditifs a été endommagé par un coup de couteau. Les seuls témoins étaient apparemment un groupe de garçons non impliqués dans cet événement qui se trouvaient à proximité et observaient les oiseaux depuis 6 h du matin. Ils ont déclaré à la police avoir vu une des tentes s'effondrer et avoir vu un homme blond quitter les lieux. Qui était cet homme? On va creuser un peu cette piste, mais un peu plus tard. Comme on pourrait le penser, le tueur n'a pas attaqué les victimes depuis l'intérieur des tentes, mais depuis l'extérieur avec un couteau et un objet contondant. Les armes des crimes n'ont jamais été retrouvées. Le tueur n'a emporté aucun des effets personnels des victimes, ce qui a intrigué les enquêteurs, notamment les clés des motos des jeunes hommes qui se trouvaient toujours au même endroit après le crime. Les chaussures de Gustafsson ont été retrouvées à environ 500 mètres de la scène du crime. La police n'a pas bouclé la zone ni rapporté les détails, ce qui a ensuite été considéré comme une grave erreur. En conséquence, de nombreux policiers et autres personnes ont perturbé la scène de crime et détruit toutes les preuves restantes. L'erreur s'est encore aggravée lorsque les soldats finlandais ont été appelés pour aider à rechercher des objets disparus autour du lac, dont certains n'ont jamais été retrouvés. Björklund, la petite amie de Gustafsson, a été retrouvée déshabillée jusqu'à la taille et allongée au sommet de sa tente. De toutes les victimes, c'est elle qui a subi le plus de blessures. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, même après sa mort, tandis que les 2 autres adolescents ont été tués de manière moins brutale. Gustafsson a également été retrouvé allongé au sommet de la tente. Voici donc ce qui a été découvert pour chacune des victimes. Maila Irmili Björklund, 15 ans, Anka Tuulikki Maki, 15 ans, Seppo Antero Boisman, 18 ans, ont tous été poignardés et battus. Nils Wilhelm Gustafsson, 18 ans, a survécu, souffrant d'une commotion cérébrale soutenue, de fractures de la mâchoire et des os du visage, et de contusions au visage. Après le meurtre, il y avait plusieurs suspects, dont Pauli Luuma, un fugitif d'une agence pour l'emploi local.
Luoma, a ensuite été acquitté du meurtre après que son alibi ait été confirmé. Un autre suspect était Pentti Soinen, qui avait été reconnu coupable de plusieurs crimes violents. Il aurait avoué les meurtres alors qu'il était en prison. Il y avait un certain scepticisme quant à sa culpabilité de Soinen, mais la vérité ne sera jamais connue, car il s'est pendu en 1969. Valdemar Gillström était également l'un des principaux suspects des meurtres. Gillström était le gérant d'un kiosque à Ottawa et était connu pour son comportement agressif et avait apparemment avoué les meurtres avant sa mort, lorsqu'il s'est noyé dans le lac Bodom en 1969. Visiblement, l'année 1969 était tragique pour les suspects principaux. Cependant, aucune preuve n'a été trouvée pour impliquer Gillström dans les meurtres, bien que sa femme ait admis que son alibi pour le crime était un mensonge, puisque son mari, à l'époque, avait menacé de la tuer si elle disait la vérité sur son absence la nuit des meurtres. Après que le témoignage de l'épouse de Gillström l'ait retiré de la liste officielle des suspects, les soupçons se sont tournés vers un autre homme, Hans Hassmann. Hans Hassmann, un espion présumé du KGB et un ancien partisan, vous savez, de la communauté de la Seconde Guerre mondiale dont le dirigeant était un petit homme à moustache, donc de ce parti pour ne pas le mentionner, eh bien, il est apparu sur le radar de la police le matin du 6 juin 1960, le lendemain de l'incident. Hassmann est arrivé à l'hôpital chirurgical d'Helsinki avec des ongles noirs et sales et des vêtements couverts de taches rouges. Le personnel de l'hôpital a déclaré qu'il était très nerveux et agressif et qu'il avait même faim de perdre connaissance. Hormis un bref interrogatoire, la police n'a pas poursuivi Hassmann, affirmant qu'il disposait également d'un alibi solide, lequel nous ne savons pas. Par conséquent, ils n'ont jamais amené ses vêtements tachés pour examen, malgré l'insistance des médecins sur le fait qu'il s'agissait de taches de sang. Comme si ça ne suffisait pas, après la visite suspecte à l'hôpital, selon l'histoire, Hassmann a soulevé d'autres soupçons sur l'affaire, car après avoir vu un reportage sur les meurtres qui publiait la description des jeunes témoins de l'homme qu'ils avaient vu quitter les lieux, un homme blond en détaillant sa coupe de cheveux. Par ailleurs, une caractéristique que Nils Willem Gustafsson a confirmée plus tard à propos du tueur sous hypnose, Hassmann avait décidé de couper ses cheveux, qui étaient blonds, je tiens à le préciser, à la suite de la diffusion de ce reportage. En fin de compte, aucun des multiples suspects du meurtre n'a été reconnu coupable et l'affaire n'est toujours pas résolue. Hassmann était le suspect préféré du public jusqu'en 2004, lorsque les enquêteurs ont décidé de réouvrir l'affaire après 44 ans, affirmant qu'une technologie plus avancée avait découvert de nouvelles preuves à partir du sang trouvé sur une paire de chaussures et du témoignage soudain d'une femme qui prétendait avoir campé à proximité. Cette nouvelle analyse ADN a permis l'arrestation d'un suspect surprenant. Tenez-vous bien, ils ont accusé l'unique survivant, Nils Willem Gustafsson. Gustafsson avait mené une vie normale jusqu'à ce jour, mais maintenant, à la surprise générale, il était devenu le principal suspect et a ensuite été inculpé. Cependant, il a été libéré peu de temps après. En 2005, le Bureau national d'investigation a déclaré que l'affaire était étayée par une analyse de taches de sang. Selon l'accusation, Nils Gustafsson était jaloux de Maila Irmeli Björklund, qui était sa petite amie à l'époque et avec qui il avait commencé à sortir récemment. Selon le livre publié par Ulf Johansson, la jalousie de Gustafsson aurait pu être la cause du crime et la raison qui distinguerait la brutalité avec laquelle la jeune fille a été assassinée de la simplicité avec laquelle les deux autres adolescents ont été tués. Le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre Nils Gustafsson. La défense a soutenu que les meurtres avaient été commis par une ou plusieurs personnes et que les blessures de l'accusé l'empêchaient de tuer les autres garçons. Le 7 octobre 2005, Gustafsson a été acquitté de toutes les accusations. Après sa libération, Gustafsson a exigé une compensation pour la détresse psychologique causée par son emprisonnement prolongé. Après des négociations avec l'État finlandais, il a finalement accepté un paiement de 45 000 €. En outre, il a tenté plusieurs poursuites contre divers médias finlandais pour diffamation, mais le procès n'a jamais abouti. En conclusion, personne ne savait qui était le véritable tueur, ni le mobile de cet horrible meurtre multiple. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs commises au moment de l'enquête sur les lieux du crime et le seul survivant a indiqué que le suspect était un homme aux cheveux jaunes, comme l'a fait d'autres témoins, donc tout pointerait toujours vers Hassmann. Mais la justice n'a pas pu trouver de coupable sur la base des faits. Habituellement, je donne ma version et mon hypothèse, mais là très honnêtement, je pense qu'avec tous les éléments qu'on peut trouver sur internet et sur lesquels on peut se baser, bien qu'ils ne soient pas conséquents, avouons-le, mon choix est mixte.
Il se porterait bien évidemment entre Assmann, qui a eu un comportement très suspect, avouons-le, et Gyllström, l'accusation de sa femme et ses agissements portent à identifier cet homme comme le tueur potentiel. Mais ça reste très compliqué et très personnel. À votre avis, qui est le tueur ?